Bonjour à tous. Il s'agit d'un des événements marquants de cette fin d'année. Je veux parler des élections américaines. Le 5 novembre, ce n'est pas une élection, mais trois élections qui seront proposées aux électeurs américains. Vous allez tout d'abord avoir l'élection du 47e président des États-Unis. Au Sénat, vous allez avoir un tiers des sièges qui seront remis en jeu. Et ensuite, au niveau de la Chambre des représentants, c'est la totalité qui sera renouvelée. Comment fonctionne le processus démocratique aux États-Unis? Où en est-on au niveau des sondages? Quelle allocation privilégier en fonction des différents scénarios? Voici la liste des questions que nous vous proposons d'aborder avec François Rimeux, le stratégiste senior chez Crédit Mutuel Asset Management. Bonjour tout le Si vous, monde. si vous avez des questions, je vous invite à les mettre directement sur le chat et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Si on avance, François, les slides, Yes. notamment sur la partie introduction. Donc, je me présente, je m'appelle Bonaventure Montero et je travaille au sein de l'équipe commerciale de la Française. Ici, on vous a mis un slide concernant l'organisation du groupe La Française. Il y a eu pas mal de changements. Moi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est deux choses très importantes. La première, c'est que La Française est le pôle de distribution de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale avec un encours d'un peu plus de 150 milliards. La deuxième chose, c'est que nous sommes un modèle multi-expertise qui va couvrir l'ensemble des classes d'actifs. Je veux parler notamment des actifs cotés avec deux marques fortes, le Crédit Mutuel Asset Management et la BLI, de la gestion alternative avec la Cigogne et ensuite le non coté avec à la fois l'expertise immobilière, la française REM, et l'expertise de dette privée de CIC Private Debt. Ce changement est récent puisqu'il date de été 2024 et l'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir promouvoir l'ensemble des expertises de la galaxie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Sans plus tarder, François, je vais te laisser la main concernant justement le focus du jour, à savoir les élections américaines. Merci Bonaventure. Donc bonjour à tous, une nouvelle fois. Il va y avoir une première partie donc où je vais revenir sur, comment fonctionnent les élections américaines. Alors j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas apprendre grand-chose, mais c'est sans doute, pas mal de commencer par là pour, que tout le monde ait les idées claires sur le fonctionnement des élections américaines. Et puis après, comme Bonaventure l'a dit, on va voir où en sont les différents sondages, les différentes forces en présence et quels sont les différents outcomes, les différents scénarios qu'on peut imaginer à la suite de ces élections. Donc on commence. Donc les élections américaines, ça fonctionne différemment de l'élection française, hein. C'est pas un suffrage universel direct. Aux États-Unis, on élit des grands électeurs. Vous voyez sur la carte le nombre de grands électeurs par État. Sachant que le nombre de grands électeurs est la même chose que le nombre de représentants qu'a chaque État au Congrès américain. Donc, ce qui fait qu'on a un minimum pour chaque État qui est de 3 grands électeurs. Vous voyez, dans certains États, en général, peu peuplés, on y reviendra juste après, on a 3 grands électeurs qui correspondent à 2 au Sénat, puisque chaque État a 2 représentants au Sénat et un minimum à la Chambre des représentants. Donc on voit qu'il y a beaucoup de disparités. On voit aussi qu'il y a différentes couleurs sur cette carte, avec des en hausse, en baisse ou inchangé. Le nombre de grands électeurs varie dans le temps. Heu, alors c'est assez peu fréquent, on ils remettent ça à jour au moment des recensements, tous les 10 ans. Sachant que le dernier recensement, c'est 2020, donc les données que vous voyez ici sont en fonction des dernières données. Et alors pour info, la dernière fois, par exemple, la Californie a perdu, quelques grands électeurs, le Texas en a gagné, ça dépend évidemment des flux migratoires, au sein des États-Unis. Cette règle, des 3 grands électeurs par État et donc qui est principalement liée à la règle du Sénat en fait, où chaque État a 2 représentants, ça donne lieu à une représentation, qui est pas égale à l'intérieur de chaque État. On voit sur la gauche, de cet histogramme tous les États entre guillemets «très peuplés» et en général les États riches, hein, Californie, Texas, New York, Floride, où on voit que la représentation, de chacun des électeurs est finalement assez faible, hein. Il faut entre 600 et 700 000 personnes pour avoir le droit à un grand électeur. Et à l'inverse, les États très peu peuplés qui sont tout à droite, donc le Wyoming, le Vermont, le Dakota du Nord, du Sud, l'Alaska, etc. Tous ces États où finalement il n'y a pas grand monde, mais on a finalement une surreprésentation de ces États-là, où il faut uniquement entre 100 ou 200 000 personnes pour certains États pour avoir un grand électeur.
Si on va sur le slide d'après, vous voyez la carte donc, des élections de 2020 avec une couleur rouge ou bleue en fonction du résultat républicain et démocrate par comté, donc à l'intérieur de chacun des États. Et donc, il faut bien avoir en tête que les différences de densité de population sont extrêmement fortes aux États-Unis. En général, on a une carte géographique qui est quasiment toute rouge, ou en tout cas avec une majorité de rouge. Et malgré ça, un vote populaire, in fine, qui est en général plutôt bleu, donc plutôt à majorité démocrate. Donc ça s'explique donc par ces différences de densité. Et c'est vrai aussi au sein de chacun des États. Ici, on vous a pointé le Nevada, par exemple. Vous voyez, le Nevada est quasiment tout rouge, avec uniquement 3 comtés qui sont en bleu. Mais finalement, les comtés tout rouges, c'est principalement du désert, et on a Las Vegas qui est en bleu. Et le Nevada, in fine, est un État en général démocrate. On verra que ça fait partie des swing states, c'est pas gagné pour cette fois-ci. Mais donc, à avoir en tête ces différences de densité et de représentativité en fonction des États, voire même des comtés. Alors évidemment, comme la règle aux États-Unis, c'est la règle du winner takes all, c'est-à-dire que l'on gagne un État à 50,1 contre 49,9 ou à 80% contre 20%, ça ne change rien. Tous les grands électeurs d'un État vont vers le même candidat, républicain ou démocrate. Et donc cette règle du winner takes all fait que certains États, les États qui sont très biaisés d'un côté ou de l'autre, ont finalement que très peu d'intérêt pour les candidats. Donc la Californie, par exemple, ça n'a aucun intérêt, c'est tout le temps démocrate. Le Texas, ça n'a aucun intérêt, c'est tout le temps républicain. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Ce qui fait que l'effort des candidats et en général l'argent qui est dépensé par les partis va évidemment là où l'incertitude est la plus forte, là où ça peut basculer, et c'est en général vers ces swing states. Alors, ce ne sont pas toujours exactement les mêmes. Il y en a 5, 6, 7 en fonction des élections. Et aujourd'hui, pour l'élection qui arrive, on a 7 États qui sont aujourd'hui très disputés encore. Donc, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Caroline du Nord et Géorgie. Et c'est là, en ce moment, que sont tous les efforts des démocrates et des républicains. C'est vraiment que là qu'ils sont. Trump était encore en Pennsylvanie hier soir, et c'est vraiment les seuls États qui les intéressent. Tiens, François, j'ai une première Ouais. question justement sur le principe du winner takes all. Est-ce que c'est valable dans tous les États? Alors, quasiment. De mémoire, je crois qu'il y a 48 États où c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a 2 États, je crois, où c'est pas le cas. Le Nebraska et le Maine, de mémoire, où récemment, enfin, c'est pas très vieux, hein, ça date de la fin du 20e, où ils ont mis en place des règles un peu différentes. Mais ça change quand même pas grand-chose, parce que même quand c'est pas du winner takes all, en général, sur les grands électeurs, il y a 1 tiers ou 2 tiers qui sont décidés de cette façon-là, toujours sur le winner takes all, et 1 tiers qui est en mode un peu plus proportionnel. Donc ça change pas grand-chose, mais il y a eu en 2004 ou 2008, de mémoire, pour la première fois, certains comtés qui ont attribué des grands électeurs sur une règle différente de celle-là. Donc c'est quasiment tous selon cette règle-là. C'est très très majoritaire. Et ça n'a pas changé les résultats des élections jusqu'ici, ces 2 exceptions de mémoire. Il faut garder en tête que dans ces États-là, on a souvent des votes quand même qui sont assez serrés, hein, dans certains États, ces swing states. 2020, par exemple, qui n'était pas une élection très serrée quand on compare aux précédentes, on a eu certains États qui se sont joués à quelques milliers de voix. On a eu 3 000, 4 000 voix de différence dans certains États, ce qui est très peu. On a l'exemple qui est très connu de la Floride en 2000 entre Al Gore et Bush, où la Floride s'est jouée à 532 voix après un recomptage avec la Cour suprême qui intervient, etc. Donc ça peut être très serré. On voit qu'une élection peut basculer d'un côté ou de l'autre en fonction finalement de très peu d'électeurs. Raison pour laquelle jusqu'au bout, les partis vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de gratter quelques voix dans ces États-là. Par exemple, le Parti démocrate a décidé de faire des pubs télé gigantesques dans tous les stades de foot, toutes les enceintes de sport dernièrement pour faire basculer quelques électeurs dans le camp démocrate et pour essayer d'influer sur le résultat. Donc c'est vraiment là que se joue l'élection. Alors évidemment, ce système des grands électeurs, il a été décrié, hein,
donc on a rappelé déjà hein, le cas de Bush et de Gore, parce qu'il y a eu plusieurs occurrences dans le passé où le vote populaire n'a pas été le même que le vote des grands électeurs. Vous avez tous les cas qui sont marqués sur la droite du graphique. Donc la dernière fois, c'est l'élection de Trump, hein, alors que Clinton avait eu le plus de voix. Et donc, de manière régulière, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut changer le système de scrutin et venir à un système au suffrage universel direct classique. Et donc, il y a 18 États qui ont déjà adopté ce National Popular Vote, qui sont prêts à revenir sur la façon dont on élit le président des États-Unis. Mais si vous faites attention, vous voyez que tous ces États sont des États qui sont démocrates. Les États républicains n'ont pas voté ça, et c'est logique parce que le vote populaire est quasiment toujours à l'avantage des démocrates. Donc si jamais on avait un suffrage universel direct, on aurait sans doute, de manière quasi exclusive, des candidats, des présidents démocrates. Donc il y a quand même très très peu de chances que ça voit le jour. Le système qui est mis en place a sans doute encore de longs jours devant lui. On ne va pas y revenir dans les années qui viennent, voire dans les décennies qui viennent, c'est assez peu probable. Alors, comme tu l'as dit au début, Bonaventure, on n'élit pas uniquement un président, mais on élit aussi les représentants donc, de la Chambre basse, hein, donc la Chambre des représentants, et du Sénat. Donc, d'un côté, 100 sénateurs, de l'autre côté, 435 représentants de la Chambre, auxquels on ajoute les 3 délégués du district de Colombie, donc Washington, hein, tout ce qui est autour de la Maison-Blanche. Tout ça forme les 538 membres. Alors, non pas qu'ils vont voter, parce que ce ne sont pas eux qui votent pour l'élection du président, ce sont les grands électeurs, mais le nombre de grands électeurs est le même que le nombre de membres au Congrès par État. Avec l'exception donc des 3 délégués du district de Colombie qui sont membres du Congrès mais qui sont non votants, mais qui en revanche sont votants pour l'élection présidentielle. Donc, le rôle de la Chambre et du Sénat sont assez similaires. Hein. Il faut avoir l'aval des 2 chambres pour ratifier une loi. Et il y a beaucoup de points communs entre les deux. Il y a quelques différences quand même. Alors, on peut en citer quelques-unes. Par exemple, la Chambre est à l'initiative du budget, mais c'est le Sénat qui doit le ratifier. Et lui ne peut finalement qu'amender ou rejeter, mais il ne peut pas proposer de nouvelles lois sur le budget. C'est la Chambre qui peut décider de poursuivre des officiels fédéraux, mais c'est le Sénat qui lui instruit toutes les investigations et le procès s'il y a lieu. Donc les règles sont un peu différentes là aussi. Les débats sont en général plus longs au Sénat, il y a moins de monde, donc on prend plus son temps, on est élu pour plus longtemps, donc les débats ne sont pas faits de la même façon. Il y a aussi un speaker à la Chambre des représentants qui a quand même des pouvoirs qui influent sur le calendrier, sur le timing, sur les règles de fonctionnement. C'est pas la même chose au Sénat puisque c'est le vice-président qui tient entre guillemets de représentant du Sénat. Donc les modes de fonctionnement, les différences de fonctionnement sont assez grandes, mais finalement les pouvoirs sont assez similaires, même s'il y a quelques différences. On pourrait citer une autre différence, c'est le Sénat aussi qui confirme tous les gens qui sont nommés par le président. Donc, par exemple, le président de la Fed doit être confirmé par le Sénat, et les nominations à la Cour suprême doivent être confirmées par le Sénat, et c'est pas la Chambre qui s'occupe de ça. Donc, il y a quelques différences, mais globalement, il faut l'accord des 2 chambres pour ratifier une loi. Et donc, quand on n'a pas la majorité au Sénat et à la Chambre, finalement, les pouvoirs du président se voient quand même largement amoindris. Ce qui fait que l'élection du Sénat et l'élection de la Chambre sont au moins aussi importantes que l'élection présidentielle, au moins pour certains points, on y reviendra plus tard. Donc si on va maintenant sur l'état des forces en présence et comment est-ce qu'on devrait avoir cette élection américaine se produire dans les semaines qui viennent. Quand on prend les élections populaires, donc les sondages nationaux, on voit que Harris est en tête, elle a environ un petit peu moins de 2% d'avance selon les derniers sondages. On voit qu'il y a eu un petit retournement quand même au moment du désistement de Biden et de la nomination de Kamala Harris en tant que candidat démocrate. Auparavant, l'avance était pour Trump. Maintenant, ça ne veut rien dire, encore une fois, le vote populaire est en général à l'avantage des démocrates et empiriquement, il faut entre 2 et 4% d'avance. Alors, il n'y a pas de règle, hein, ça dépend évidemment de comment les votes se répartissent au sein de chacun des États, mais il faut empiriquement entre 2 et 4% d'avance pour les démocrates pour gagner l'élection présidentielle.
Donc aujourd'hui, à 1,7, ça ne veut pas du tout dire que Kamala Harris va gagner, mais ça nous dit que c'est proche de ce que l'on a historiquement pour qu'un démocrate puisse gagner, donc c'est finalement assez serré. Et on voit que cet écart est finalement assez stable depuis un mois ou deux sur le vote populaire. Quand on regarde maintenant l'état des forces en présence, mais État par État cette fois-ci. Donc sur ce graphique, vous voyez ce qui est bleu foncé, c'est acquis aux démocrates. Bleu plus ou moins foncé, c'est probablement démocrate. Et l'inverse pour les républicains, certainement républicains et probablement républicains. Et on voit donc tous ces fameux swing states qui sont en marron. Aujourd'hui, c'est non décidé. Et finalement, ça représente quand même 93 grands électeurs au total. Raison pour laquelle aujourd'hui c'est très difficile de savoir qui va l'emporter, parce que quand on va au sein de ces États qui sont aujourd'hui très peu biaisés vers l'un ou l'autre des candidats, on s'aperçoit que c'est extrêmement serré. Ici, on vous a mis les sondages au sein de tous ces swing states, donc Arizona, Pennsylvanie, etc. Et on voit que l'écart entre Trump et Harris est finalement extrêmement faible. Ça va de quasiment égalité, comme en Pennsylvanie, on a 0,1% d'écart à environ 1% d'écart pour ceux qui sont les plus, où l'écart est le plus important. Et écart plus important, ça veut dire quand même un écart, malgré tout, extrêmement faible. Les votants estiment qu'en dessous de, enfin les statisticiens estiment qu'en dessous de 4% d'écart, ils n'ont aucune idée de savoir qui va gagner. Statistiquement, l'incertitude entre les sondages et ce qui se passe ensuite, c'est entre 6 et 8 points. Aujourd'hui, comme on a 7 États qui se jouent à moins d'1%, finalement, on est complètement incapable de savoir qui va l'emporter entre Trump et Harris au sein de tous ces swing states. Donc vraiment, l'incertitude est extrêmement forte et il faut revenir vraiment loin dans le passé pour trouver une incertitude aussi forte à finalement aujourd'hui 3 semaines des élections. Donc voilà. Tout ça pour dire que personne n'en a aucune idée de savoir ce qui va se passer. Et il suffit de quelques modifications, par exemple le Michigan qui est repassé légèrement en faveur de Kamala Harris pour que finalement les probabilités aillent plus vers l'un que vers l'autre. État des forces représente cette fois-ci, mais au Sénat et à la Chambre des représentants. Au Sénat, donc, on l'a dit déjà, il n'y a qu'un tiers des représentants qui revoient leur mandat remis en jeu. Donc, sur la carte, vous voyez en gris les États où il n'y a aucun sénateur qui sont remis en jeu. Et en général, on ne remet qu'un des deux sénateurs en jeu au sein des États. Et aujourd'hui, sur les 33 sénateurs qui remettent leur poste en jeu, il y a à peu près 2 tiers de démocrates qui remettent leur poste en jeu et 1 tiers de républicains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde les probas, il est quand même probable que le Sénat soit républicain in fine. C'est pas joué, ça pourrait être assez serré, mais normalement, on aurait quelque chose qui ressemble à 51-48, 52-48, 51-49, quelque chose de ce genre-là. Entre l'élection présidentielle, le Sénat et la Chambre des représentants, c'est finalement le Sénat où l'incertitude est la moins forte. Il sera probablement républicain. C'est pas joué, il n'y a pas de certitude, mais il sera probablement républicain. Au sein de la Chambre des représentants, en revanche, c'est comme pour l'élection présidentielle, on n'en a aucune idée. Vous voyez qu'il y a trop d'incertitudes. Il n'y a que 206 et 208 membres de la Chambre qui sont aujourd'hui étiquetés en tant que probablement bleu ou probablement rouge, et on n'a aucune idée de savoir où basculera la Chambre, de la même façon qu'on n'a aucune idée d'où basculera l'élection présidentielle. Donc là aussi, c'est finalement assez incertain. François, juste Oui. il y a une petite question. Quelle est la situation actuelle des deux chambres? Est-ce que Alors tu l'as en tête? Ouais, ouais, aujourd'hui. aujourd'hui, alors au moment de l'élection de Biden en 2020, on avait une majorité qui était très limite au Sénat pour les démocrates. Ils avaient la majorité à la Chambre, et c'était Kamala Harris en tant que vice-présidente, ça va compter double, et donc c'est elle qui faisait la majorité au Sénat. Il y avait 50-50 et c'est elle qui basculait, mais ils ont perdu cette majorité-là lors des midterms en 2022. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose finalement, parce qu'on a un Congrès qui est divisé aujourd'hui. Et donc, on n'a pas le support du Congrès pour Biden. Si on regarde les prévisionnistes, alors c'est plus pas pour la blague, mais c'est pour montrer les différentes façons d'essayer de prévoir le résultat d'une élection.
Et finalement, on s'aperçoit que le S&P 500 est historiquement un très bon prédictif de l'élection américaine. Donc, depuis 1984, quand le S&P 500 est en hausse entre fin août et fin octobre, c'est le parti sortant qui gagne. Ça a marché à chaque fois. Vous avez les histogrammes qui sont là pour illustrer ça sur la gauche. Et donc, si on prend les performances du S&P depuis le 31 juillet, on est en hausse de un peu plus moins de 6% à hier soir. Ce qui fait qu'on sera probablement en hausse en fin octobre, hormis choc, hein, c'est toujours possible, mais probablement en hausse en fin octobre. Et donc, si on en suit cette logique-là, le S&P 500 vote Kamala Harris comme vainqueur de l'élection présidentielle. Encore une fois, hein, il n'y a aucune règle, hein, il n'y a pas de loi. Deuxième indicateur qui est historiquement plutôt fiable, c'est ce qu'on appelle le Misery Index. Donc, le Misery Index, c'est un indicateur qui a été construit à partir du taux de chômage et de l'inflation. Et l'idée, c'est de dire que quand l'inflation baisse et que le taux de chômage baisse, c'est plutôt signe d'une économie qui se porte bien et en général, c'est favorable au parti sortant. Et c'est effectivement la règle depuis 1980, quand le Misery Index est plus bas au moment de l'élection qu'au moment de la prise de pouvoir, c'est le parti sortant qui gagne. Et donc, si on suit cette logique-là, et si on suit l'évolution de Misery Index depuis l'élection de Biden, on voit évidemment le choc inflationniste au début qui fait monter cet indice, mais finalement, depuis, avec la baisse du taux de chômage et la baisse de l'inflation depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres, on a un Misery Index qui est plus bas qu'au moment de la nomination de Biden, et donc là aussi un indicateur qui voterait Kamala Harris en tant que vainqueur. Dernier indicateur, si vous voulez briller dans les soirées mondaines, c'est Alan Lynchman, qui est un historien donc, de la politique américaine, qui enseigne à l'Université de Washington, et qui lui a donné 13 indicateurs clés auxquels il faut répondre par oui ou par non, pour savoir si le parti sortant va gagner ou pas. Et donc, il a publié cette liste d'indicateurs, il répond par oui ou par non juste avant l'élection, et il prévoit l'élection. Il fait ça depuis 10 élections. Il a eu 9 fois bon. La seule fois où il a eu tort, c'est l'élection de Al Gore, mais il faut rappeler que Al Gore avait le vote populaire et que finalement ça s'est joué donc à quelques centaines de voix en Floride. Donc on peut lui pardonner peut-être cette erreur-là. Et là aussi, il a publié ses réponses à chacune des questions et l'indicateur vote encore une fois Kamala Harris. Bon, il faut aussi dire que cette liste est totalement décriée par ses pairs historiens, politiques, qui disent que c'est totalement subjectif et que ça n'a aucun sens. Mais bon, in fine, ça ne marche pas si mal. On se sert de ce que l'on peut pour essayer de prévoir le résultat. Finalement, si on regarde ce que nous disent les sites de paris, tous les sites les plus connus, Predicted, Polymarket et autres, donnent à peu près les mêmes résultats. Et donc, eux se basent évidemment sur tous ces swing states, les font basculer d'un côté ou de l'autre, et donc donnent in fine un nombre de grands électeurs qui est en faveur de l'un ou en faveur de l'autre. Les sites de paris sont plutôt en faveur de Trump aujourd'hui, mais c'est assez serré, comme vous pouvez le voir ici. Et finalement, cet écart, il date d'il n'y a pas longtemps. Et finalement, c'est que en raison du Michigan qui était repassé légèrement républicain versus démocrate auparavant, qu'on a ces sondages qui sont légèrement en faveur de Trump. Et alors, pour la petite histoire, le vote au Michigan basculerait parce que la population libanaise qui est très présente au Michigan serait assez mécontente du traitement du conflit israélo-palestinien par l'administration en place. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Voilà, donc là, on n'a pas un vote Kamala Harris, pour le coup, on a un vote plutôt de Donald Trump de la part de des sites de paris. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a quand même dit qu'on ne savait pas qui allait gagner. Justement, François, par rapport à Ouais. tout ce que tu viens de dire, quand est-ce qu'on connaîtra le résultat définitif de cette élection, de ces élections? Alors, donc on vote le 5, donc normalement on a le résultat le 6. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours exactement comme ça pour différentes raisons. D'abord parce que ce sont des votes État par État, donc il faut dépouiller tous les États et tous les États n'ont pas les mêmes modes de dépouillement. Il y en a certains dont le dépouillement commence avant le jour de l'élection, donc ils prennent de l'avance, d'autres qui commencent le jour de l'élection. Donc évidemment, ceux-là sont potentiellement un peu plus en retard. On a aussi certaines règles de recomptage qui ont lieu quand un vote est trop serré. Par exemple, en Floride, s'il y a moins de 0,5% d'écart au sein de l'État, il y a un recomptage obligatoire. Et il y a plusieurs États comme ça où les barres ne sont pas forcément les mêmes. Mais on l'a vu, il y a certains États où c'est extrêmement serré, donc on pourrait avoir des recomptages nécessaires. Donc,
En plus de enfin bref, il y a d'autres, il y a d'autres choses qui peuvent venir perturber, le dépouillement. Il y a certains États, par exemple, qui doivent vérifier au moment du dépouillement que certains, votes sont, entre guillemets, «recevables» ou non recevables, vérification d'adresse ou autre, en fonction des modes de vérification d'identité État par État qui sont là encore différentes en fonction des États. Donc tout ça peut prendre un peu de temps et en fonction, de la marge d'erreur, de l'élection, présidentielle et de la marge d'erreur pour, le Sénat et pour la Chambre, parce que ça marche là aussi, ça peut prendre un peu de temps. Il faut aussi différencier entre guillemets «la déclaration officielle de la victoire» et la déclaration officieuse qui est finalement celle-là qui compte pour les marchés financiers et celle-là qui compte pour tout le monde. Par exemple, la dernière fois, on a eu un résultat assez rapide, malgré les atermoiements de Donald Trump, mais un résultat officiel, qui est arrivé uniquement 3 ou 4 jours plus tard. Donc malgré tout ça, finalement, historiquement, on attend quand même rarement de plus de quelques jours pour avoir un résultat, connu, officiel, même en 2000 entre Al Gore et Clinton, pardon, Al Gore et Bush, où on a eu, finalement, Al Gore qui concède sa victoire, puis qui revient sur sa décision pour finalement reconcéder derrière. Ça n'a pris que, quelques jours. Donc, il est probable qu'on n'ait pas probable qu'on n'ait pas la décision le lendemain, mais il est quand même très probable qu'on ait le résultat en 2 jours, 3 jours maximum. Là où ça peut être le plus compliqué, c'est si jamais, hem, tout se bascule sur un État, il y a un État qui est extrêmement serré et comme on connaît la propension de Donald Trump de potentiellement ne pas accepter sa défaite si jamais il y a et si ça se joue à quelques centaines de voix, ça peut être un peu tricky, un peu volatile, un peu sportif. Donc ça, voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais normalement en quelques jours on a un résultat, mais pas forcément le lendemain, pour répondre à ta question. Donc une fois qu'on a dit qu'on ne savait pas qui allait gagner, pour la petite histoire, on mettrait une toute petite pièce, mais mini pièce sur Kamala Harris si on avait à choisir, mais vraiment ce serait à la marge. On va quand même revoir ce que chacun des candidats nous prévoit en termes de programme. Donc si on regarde le programme de Donald Trump, j'imagine que vous avez tous en tête les grandes lignes du programme. On va revenir dessus rapidement. La première chose, et le premier volet, il est fiscal. Donc on maintient toutes les baisses de taxes qui avaient été décidées lors de son premier mandat et qui arrivent à expiration l'année prochaine. Et donc, évidemment, s'il est élu, il va les prolonger, sans doute au-delà donc, de 2025. Il a aussi le projet de baisser l'impôt sur les sociétés, de simplifier le code fiscal, et bref, de mettre en place toutes les mesures fiscales nécessaires pour favoriser la croissance et baisse de la fiscalité de manière générale, à la fois sur les ménages, mais aussi sur les sociétés. Il va revenir aussi sur une partie de l'IRA, donc l'Inflation Reduction Act, qui avait été voté par l'administration Biden à la suite du Covid et à la suite du choc inflationniste, principalement en allant cibler les mesures qui sont à l'avantage de tout ce qui est lié à la transition énergétique, l'électrification, etc. Donc, baisse des subventions sur tous ces secteurs ou industries-là, et des mesures visant à soutenir tout ce qui est extraction d'énergie fossile aux États-Unis. Le troisième volet, il concerne évidemment l'immigration. Là aussi, ça va surprendre personne. Donc, on va finir le mur commencé à la frontière mexicaine et mettre en place un phénomène de remigration, donc d'expulser les immigrés illégaux, voire, si on écoute certaines des dernières déclarations, certains des immigrés légaux. Donc, en fonction de ce qu'il fait réellement s'il est élu, on a des scénarios qui sont quand même assez différents. Est-ce que ça concerne 1 ou 2 millions de personnes immigrées ou, dans les cas les plus durs, 10 millions de personnes, ce qui serait gigantesque à voir. Ça dépendra sans doute un peu aussi en fonction de la majorité qu'il a dans les chambres, au Sénat et la Chambre des représentants. Si la majorité est large, peut-être qu'il aura les coudées suffisamment franches pour faire tout ce qu'il veut, et donc ça aura plus d'impact. Autre volet, ce sont les droits de douane. Il a été assez vocal sur le sujet, donc mettre en place des droits de douane sur énormément d'items, donc taxe universelle de 10% sur tous les produits, c'est 3% aujourd'hui,
taxé de 50% tous les produits chinois, c'est 12 à 13% aujourd'hui. Il a imaginé aussi sortir de l'OMC, ce qui serait quand même un retour en arrière gigantesque pour la liberté de circulation des biens et, au sein des différents pays développés ou non. Donc évidemment, ça, ce sera aussi largement à surveiller. On a des risques géopolitiques aussi qui seront potentiellement à l'œuvre si jamais il est élu. Il est très vocal sur le fonctionnement qui ne lui convient pas de l'OTAN. Il faut que les autres pays de l'OTAN contribuent plus financièrement à l'OTAN. Ils veulent potentiellement sortir de l'OTAN si jamais ils ne vont pas dans ce sens-là. Il a promis une paix extrêmement rapide entre l'Ukraine et Moscou. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est évidemment pas clair, mais est-ce que c'est forcer les Ukrainiens à concéder certains territoires pour revenir à quelque chose de plus apaisé entre la Russie, les États-Unis et l'OTAN? Évidemment, trêve à guerre aussi avec l'Iran et un soutien assez fort à Israël. Veut faire participer financièrement Taïwan à l'effort de défense que font les États-Unis en faveur de Taïwan. Donc il y a différents sujets géopolitiques qui seront à surveiller si jamais il est élu et qui pourront avoir quand même certains impacts sur les marchés des matières premières, par exemple. Et puis la Fed, mais ça c'est plus à la marge. On sait que M. Powell n'est pas le meilleur ami de M. Trump, donc potentiellement quelques relations un peu conflictuelles entre les deux. Maintenant, les pouvoirs présidentiels sont assez légers en ce qui concerne la Fed qui est indépendante. Et donc, il est probable que ça n'ait pas tant d'impact que ça au-delà de la suite du mandat de Powell quand il arrivera à échéance où il sera potentiellement non renouvelé. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite et ce sera pas finalement un drame. Mais il faut se rappeler que c'est Powell c'est Trump déjà qui avait nommé Powell à l'époque. Donc bon, il a quand même fait un job qui est, alors on peut juger du mandat de Powell négativement, mais il a fait un mandat normal en tant que président de Fed. Si on price ce que vaut ce programme, donc c'est l'université de Wharton qui fait ça, qui est l'une des sources les plus crédibles en termes de pricing, entre guillemets, des dépenses et des revenus des programmes politiques, ça vaut à peu près 5,8 trillions sur 10 ans. Donc c'est quand même très déficitaire. Si on ramène ça au PIB américain, qui est un peu plus de 20 000 milliards par an, ça représente un déficit budgétaire substantiel en plus au cours des 10 prochaines années. Si on prend le programme de Kamala Harris maintenant, alors c'est un peu l'autre face de la pièce. À l'inverse, on a une hausse de la fiscalité, principalement sur les ménages les plus aisés, ce que vous voyez en haut à gauche, donc augmentation de la tranche maximale d'impôt sur le revenu, instauration d'un impôt minimum pour les ménages qui ont plus d'1 million de dollars de patrimoine. On va augmenter aussi la fiscalité du capital, on va plafonner les déductions fiscales, bref, on va augmenter la fiscalité sur tous les ménages les plus riches. Les ménages les plus riches, ça veut dire qu'un ménage qui gagne moins de 400 000 dollars, il faut se mettre dans un référentiel américain, à moins de 400 000 dollars sur un ménage, on n'est pas touché, et on va faire payer que les ménages qui gagnent plus que ça. Finalement, pas très loin de ce que propose Barnier dernièrement dans son impôt exceptionnel lors de la dernière proposition budgétaire française. On va aussi augmenter la fiscalité des entreprises, donc augmentation de l'IS de 21 à 28, c'est en haut à droite, augmentation de la taxation sur tout ce qui est rachat d'actions, buyback de 1 à 4%. C'est pas neutre, hein, ça représente beaucoup d'argent, les buybacks aux États-Unis, entre 700 et 800 milliards de dollars en général. Et ça pourrait freiner ce phénomène de rachat d'actions sur les sociétés américaines. Et on sait que c'est quand même un soutien à la surperformance du S&P. C'est évidemment pas le lien principal. Le lien principal, c'est que les earnings progressent plus vite aux États-Unis qu'en Europe ou ailleurs. Mais malgré tout, c'est un petit facteur positif à l'évolution du S&P 500 et des indices américains, donc à surveiller. Hausse aussi du taux d'impôt minimum, donc de 15 à 21% pour toutes les sociétés, et puis des suppressions d'élusions fiscales pour énergie fossile ou autre, donc augmentation globalement de la fiscalité des corporates, augmentation des dépenses sociales en face, principalement sur tout ce qui est, on va dire, care business en anglais, donc service à la personne, des personnes âgées, à la petite enfance, pendant les grossesses, etc. Augmentation des congés familiaux, augmentation de la couverture Medicare, Medicaid pour les ménages les plus modestes. Donc beaucoup de dépenses sociales de ce côté-là et aussi beaucoup de dépenses pour le logement, pour améliorer l'accès au logement. On sait qu'aux États-Unis c'est un problème, hein,
comme en France d'ailleurs, mais l'accessibilité au logement pour les gens qui arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui et qui n'ont pas d'apport ou qui n'ont pas d'aide transgénérationnelle, c'est compliqué. Et donc, mise en place de différents plans de soutien avec des aides aux primo-accédants en général, et puis favoriser la construction de logements. Sur 10 ans, c'est moins dépensier. On a 2,3 trillions de dépenses en plus, mais on a aussi 1,1 de trillions de dollars de revenus en plus, et donc un déficit budgétaire qui est à peu près du quart de celui qu'on peut avoir pour l'administration Trump. Donc moins de déficit quand même au moment de si c'est Kamala Harris qui est élu que si c'est Trump. Et donc ça nous donne quoi, in fine, sur les différentes classes d'actifs et sur les différents agrégats en fonction des résultats. On vous a mis en haut les 2 scénarios qui nous semblent les plus probables. Alors, quand je dis qu'ils nous semblent, c'est pas que à nous, hein, mais qui semblent les plus probables pour les marchés aujourd'hui et pour tous ceux qui font un peu de prédiction là-dessus. Et les 2 scénarios les plus probables, a priori, c'est que Kamala Harris soit élu, mais avec un congrès divisé, ou que Trump soit élu et avec le soutien du congrès. Pourquoi ? Parce qu'il est probable que le Sénat soit républicain, donc il est difficile d'imaginer Kamala Harris gagner et avoir le soutien du Congrès. De la même façon, il est difficile d'imaginer Trump de gagner le vote des grands électeurs sans avoir la Chambre des représentants. Donc, c'est pour ça que ce sont a priori les deux cas les plus probables. Si c'est Kamala Harris qui gagne avec un Congrès divisé, finalement, c'est un peu la poursuite de l'état actuel des choses. Hein. C'est le candidat sortant, ou en tout cas le parti sortant qui reste au pouvoir, et on a un Congrès toujours divisé. Donc ça ne change pas grand-chose en termes de croissance, d'inflation, de niveau de taux, ou pour les actions américaines, voire pour le pétrole, pour le dollar. La seule chose que ça peut-être faire, c'est apporter un léger soutien parce qu'on enlève une petite prime de risque Trump sur les actifs hors États-Unis, et donc ça peut jouer quand même légèrement positivement pour les actions européennes, les actions chinoises, qu'on a mis là, mais ça concerne d'autres zones géographiques. On aurait pu prendre les actions émergentes de manière générale, on aurait eu à peu près le même avis, mais au-delà de ça, sans doute peu de changements. C'est un peu différent si c'est Trump qui gagne avec un congrès républicain. On l'a vu tout à l'heure, c'est beaucoup plus de dépenses, beaucoup moins de taxes pour les sociétés américaines, beaucoup moins de taxes pour les ménages américains, et donc plus de croissance. C'est aussi de la mise en place de tarifs. Alors, on peut prendre différents cas. Hein. Est-ce qu'il met en place tous les tarifs dont il a parlé ? Il a parlé de 200% sur les produits chinois à un moment, donc est-ce qu'on prend cette hypothèse-là ? Donc, en fonction de ce que l'on prend comme hypothèse, on peut mettre plus ou plus, ou moins pour d'autres items. Nous, on a pris des cas, on va dire, acceptables, c'est-à-dire la mise en place de 50% de tarifs sur la Chine, ce qu'on a mis dans les slides précédentes. Donc ça, évidemment, c'est inflationniste, sans compter les représailles qui seraient mises en place par les pays sur lesquels ces droits de douane sont mis en place. Et puis la deuxième chose qui est sans doute inflationniste, en tout cas au début, c'est la remigration d'un certain nombre d'immigrés illégaux. On le sait, depuis le Covid, il y a un déficit de main-d'œuvre important dans certains secteurs aux États-Unis. Sont en général les secteurs où on a besoin d'immigration. Et donc, si on a remigration de 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes, ça va accentuer cette problématique-là. Et ça va donner lieu sans doute, en tout cas à court terme, à un peu plus d'inflation salariale. Maintenant, quand on regarde la recherche académique, je fais un petit aparté là-dessus, le lien entre immigration et inflation salariale est vraiment pas clair. Ça dépend de la catégorie de personnes qui sont remigrées, ça dépend de la pyramide des âges de la population sur laquelle on se base, ça dépend de quelle inflation salariale on parle, ça dépend des secteurs. Donc les résultats académiques sont assez peu probants, et finalement, on se rend compte qu'à terme, l'impact n'est pas si grand que ça. Malgré tout, dans le cas qui nous occupe ici, on pense que ce sera quand même légèrement inflationniste, et qu'en tout cas, le marché le prendra comme légèrement inflationniste sur cette partie inflation salariale, d'où le côté inflationniste global via droit de douane et donc immigration si Trump est élu avec l'aval du Congrès. Et donc, si croissance en hausse et inflation en hausse, logiquement, on aura une Fed qui sera un peu plus
restrictive que le message qu'elle a aujourd'hui, et donc sans doute des taux directeurs où on va dépricer certains cuts qui sont prévus par rapport à maintenant. Et de la même façon, ça devrait jouer aussi à la hausse sur les parties longues de courbe parce que ça va mettre un peu de pression sur l'incertitude d'inflation à terme, donc sur les primes de terme, sur les parties longues de courbe, et donc des taux longs plutôt en hausse eux aussi. Ça devrait être en revanche plutôt positif pour les actions US parce que baisse de la taxation. Donc globalement, on l'a vu, hein, ça va être à peu près la même chose qu'en 2016, baisse de la taxation sur les corporates, ça va jouer très positivement sur les actions américaines qui n'avaient fait que croître sur toute l'année 2017, mois après mois. Je crois qu'on avait connu une année de hausse record avec une volatilité extrêmement faible en 2017. On avait dû être en hausse pendant 11 mois sur 12, je crois, avec une volatilité très faible. Donc si c'est ça qui se représente, c'est très positif pour les actions américaines. Et à l'inverse, ça met plus de pression sur les actions européennes et encore plus sur les actions chinoises. Là encore, en fonction du scénario que l'on prend sur les tarifs, et donc plus difficile pour cette classe d'actifs-là. C'est légèrement négatif pétrole parce qu'il va être très positif sur tout ce qui est drilling aux États-Unis, d'où cette phrase drill baby drill qu'il a sorti lors d'une conférence, et donc sans doute une offre américaine assez importante et légèrement positif pour le dollar, parce qu'un peu risk-off quand même pour les actifs hors États-Unis. Voilà, et donc je décris pas les deux autres scénarios qui sont moins probables et qui sont finalement que des dérivés de ce que j'ai dit précédemment, parce que je vois qu'on en est déjà à 42 minutes, donc on arrive au timing initial. Et donc je vais m'arrêter là, et ravi de prendre certaines questions s'il y en a, ou de répondre à certaines questions qu'on avait survolées avant. Bonaventure, c'est toi le monsieur loyal, je te relaisse la main. C'est ça. Pour les 2 minutes restantes, je vais laisser, si certains participants souhaitent poser des questions et peut-être une question pour rentrer un peu dans les détails, François, notamment sur, les impacts sectoriels que peut avoir soit une victoire, hein, de Kamala Harris, soit une victoire de Donald Trump. Quels sont peut-être les secteurs à privilégier, en fonction bien évidemment du candidat? Mmh. Ça va être dérivé de tout ce que j'ai dit auparavant. Il y a un secteur qui est assez binaire, c'est sans doute le secteur financier. Trump a toujours été, contre la régulation bancaire, et Harris a toujours été plutôt, entre guillemets, «une ennemie des banques», même si elle a, entre guillemets, centralisé son discours depuis qu'elle est, représentante. Mais elle avait un discours plus dur, avant, quand elle s'est présentée contre Biden à l'élection de 2020 aux primaires démocrates. Donc il est probable que les banques soient à favoriser si c'est Trump qui gagne, et l'inverse si c'est, Harris, qui gagne. C'est aussi la même chose sur tous les producteurs de matières premières, plutôt positif si c'est Trump, plutôt négatif si c'est Harris. Même chose sur tout ce qui est lié à la transition énergétique, électrification, constructeurs de batteries et autres, plutôt négatif si c'est Trump, plutôt positif si c'est Harris. Et on peut peut-être nommer un ou deux autres secteurs sur lesquels Harris a eu des mots un peu durs, par exemple tout ce qui est les grosses sociétés pharmaceutiques, avec la limitation du prix de vente sur certains médicaments, et de manière générale un discours qui est assez négatif contre ces boîtes-là. Voilà, on peut citer aussi la consommation haut de gamme qui pourrait être touchée si c'est Harris qui est élu, parce qu'on va les taper sur les ménages les plus aisés. Voilà pour les grands, les grands secteurs à favoriser ou à laisser de côté en fonction des résultats. J'en oublie sans doute un ou deux, mais ce sont les principaux. Si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, c'est que François, tu as été suffisamment clair. Je vais conclure. C'est toujours ce qu'on dit. Première chose, hein, je voulais quand même, remercier, hein, Occur pour, nous avoir offert l'opportunité, hein, d'atteindre, cette, si belle audience. Encore une fois, c'était un plaisir, hein, de préparer, ce webinaire avec vous. Côté l'actualité, hein, la française, hein, sachez que nous allons, communiquer sur un certain nombre de classes d'actifs, hein, d'ici la fin d'année, hein, savoir vous donner un éclairage sur quels sont les catalyseurs qui peuvent porter, je pense notamment à l'or. Est-ce qu'on a encore des catalyseurs qui peuvent continuer, à la poursuite, du cycle haussier sur, l'once d'or? On a également un autre sujet, hein, vous le savez, hein, le Crédit Mutuel Asset Management a une belle expertise sur la partie solutions court terme, avec l'inflexion, des taux qui a démarré, que ce soit de la Fed ou de la BCE. Quid, des fonds monétaires aujourd'hui dans les portefeuilles? Est-ce que c'est le moment ou pas de reprendre un peu de la duration?
Donc d'ici la fin d'année, on va organiser un certain nombre de webinaires justement pour essayer de vous abreuver, pour avoir la meilleure allocation possible. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et François et moi restons à votre disposition. À Merci bientôt. à tous. Au revoir.